le replay sera disponible ensuite sur notre site internet. Ouais, je suis encore là. Je vous écoute. Alors, bonjour à tous. Du coup, bienvenue pour ce webinaire sur la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins. Donc, avec mes collègues de l'Omédite, on a eu cette idée de vous proposer justement et de faire un focus sur la prise en charge médicamenteuse. Donc, de vous proposer plusieurs webinaires. Vous allez voir, on a découpé du coup en plusieurs parties. Aujourd'hui, ce sera la partie plutôt généralité, donc on va dire pour poser un peu le cadre. Les prochains webinaires, du coup, seront plutôt axés sur différentes thématiques comme les médicaments à risque, la prescription de conciliation médicamenteuse, la dispensation, etc., l'administration. Donc, on vous remettra du coup les dates à la fin de la présentation. Donc, pour vous donner un petit peu le plan de ce webinaire, en premier lieu, on va parler donc de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins. Alors, je suis désolée, on va peut-être souvent dire certification V2020, c'est juste pour raccourcir un peu le nom. Ensuite, un focus sur la prise en charge médicamenteuse. Et puis, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Vous souhaitez réaliser justement une petite foire aux questions par la suite de ces webinaires. Donc, pour poser un peu le cadre, donc, au niveau de la nouvelle certification des établissements de santé, donc, on a un nouveau référentiel de certification qui se décompose en 3 chapitres, qui est lui décliné en plusieurs objectifs, décliné en plusieurs critères. Donc, un chapitre, le premier chapitre sur le patient, le chapitre 2 sur les équipes de soins, le chapitre 3 sur l'établissement de santé. Donc, on a 3 chapitres, 15 objectifs, 17 critères impératifs. On les verra juste ensuite. Le premier chapitre, donc sur le patient, on a 4 objectifs. Le patient est informé et son implication est recherchée. Là, on voit tout de suite qu'il y a un critère sur la prise en charge médicamenteuse. Le patient, en prévision de sa sortie, est informé des consignes de suivi pour les médicaments qui lui sont prescrits. Ensuite, on a le patient est respecté. Les proches et ou les aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient. Et enfin, les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge médicamenteuse. Donc là, c'est pour revoir un petit peu le cadre de cette nouvelle certification. Ensuite, on a le chapitre 2 sur les équipes de soins. Là aussi, 4 objectifs. Donc, la pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée et partagée avec le patient. Ensuite, on a les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge. Les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique. Et les équipes évaluent leurs pratiques, notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle. Alors, dans ce chapitre, en fait, on a 10 critères spécifiques à la prise en charge médicamenteuse, dont un critère avancé. Le critère avancé, ce sera le critère sur la conciliation médicamenteuse. Et 2 critères impératifs. Un critère sur les médicaments à risque et le deuxième sur les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie. On les verra également juste ensuite. Pardon? Ah d'accord, bah, c'est pas normal. Normalement, il y a quelqu'un, la pharmacie elle est fermée, vous ne pouvez pas livrer à la pharma. Je coupe le micro, hop. Alors donc on a bien 10 critères spécifiques à la prise en charge médicamenteuse, un critère avancé et 2 critères impératifs. C'est ça le problème. Est-ce que je peux vous donner un autre numéro ou sinon il faut que j'appelle l'autre numéro et Est-ce qu'il vous serait possible de couper vos micros? Oui, on est alors quasiment 150. Ouais. J'essaye de les couper au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, donc, si on reprend les critères du coup du chapitre 2, on a un critère sur la pertinence des prescriptions d'antibiotiques est argumenté et réévalué avec des indicateurs en lien. Ensuite, on a le critère avancé sur la conciliation médicamenteuse.
Et ensuite, dans le chapitre 3, au niveau de les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques, on retrouve les équipes respectent les bonnes pratiques de prescription et de dispensation des médicaments. Ensuite, les équipes respectent les bonnes pratiques d'administration des médicaments. Ensuite, on a les équipes d'achat des maîtrises la sécurisation du circuit des produits de santé. Donc là, c'est spécifique à l'hospitalisation à domicile. On a le critère impératif sur les équipes maîtrisent l'utilisation des médicaments à risque. Ensuite, on a l'approvisionnement, le stockage et l'accès aux produits de santé sont réalisés conformément aux recommandations de bonne pratique. Ensuite, on a les équipes maîtrisent le risque de discontinuité de la prise en charge médicamenteuse du patient vulnérable à sa sortie. Et enfin, les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs. Alors, ensuite, pour le chapitre 3, donc l'établissement... Ah, j'ai perdu le diapo. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a pris la main. Attendez, je le remets tout de suite. Alors, vous ne voyez plus le diaporama? Non, on ne voit pas pour l'instant, Lorena. Non, Pas de diaporama. Non. Ouais, ben, il est parti. Je pense que quelqu'un a dû prendre la main sans... Enfin, exprès. Alors... Incident technique. je vais mettre en secours sur le deuxième PC. Est-ce que vous voyez là, du coup? Ah, ça y est, c'est bon. Oui, c'est bon, Lorena. C'est bon? Tu peux le mettre peut-être en grand, là, du coup? Oui. Alors, attendez, hop. Il est revenu de l'autre côté, du coup, je vais essayer. Oui, que l'informatique, quand ça marche, c'est bien. Alors là, normalement, ça doit arriver, c'est juste ça mouline un peu. Ah, c'est bien. C'est bon. C'est bon. Hop, je retourne du coup à la diapo. Donc voilà pour les critères donc, du chapitre 2 au niveau des équipes de soins liées à la prise en charge médicamenteuse. Ensuite, on a le chapitre 3 donc, qui regroupe 7 objectifs. L'établissement définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire. L'établissement favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement. La gouvernance fait preuve de leadership. Ensuite, l'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences. Ensuite, on a un objectif sur la qualité de vie au travail. Ensuite, on a l'établissement dispose d'une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté. Et l'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins. Alors, c'est vrai que dans le chapitre 3, c'est plutôt du coup, lors de la visite de certification, on va dire que la gouvernance, ça s'étend aussi. Quand on parle de gouvernance, en fait, on parle de direction, président de CME et direction des soins. Ici, pour la prise en charge médicamenteuse, du coup, ce sera... Les experts visiteurs vont plutôt s'orienter vers le responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse. Donc, juste avec un petit rappel au niveau de l'établissement, enfin de cette gouvernance, vous avez le CAQES à déposer dans Calista dans la rubrique Mes documents. Alors ensuite, si on fait un petit focus sur les critères impératifs, donc on a 17 critères impératifs. Donc on a l'information, la participation et le consentement du patient, la bientraitance et le droit des patients, la qualité de la sécurité de l'environnement,
la prise en charge de la douleur. En psychiatrie, on a l'isolement et la contention et l'examen somatique. En chirurgie, on a l'organisation du bloc opératoire et les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie. Au niveau de l'établissement, donc on a les médicaments à risque, donc ça fera l'objet d'un webinaire la semaine prochaine à ce sujet. Au niveau de la maternité, on a du coup la gestion des risques de l'hémorragie du postpartum immédiat. Ensuite, au niveau de l'établissement, on a l'analyse des événements indésirables associés aux soins, la lutte contre la maltraitance, le management de la qualité et de la sécurité des soins, la gestion des tensions hospitalières et situations sanitaires exceptionnelles, la communication et l'exploitation des IQSS. Alors, il y a 2 nouveaux critères impératifs. C'est vrai que l'AHS a réalisé des visites auprès d'établissements pilotes. Donc, il y avait 3 établissements pilotes dans la région et un peu plus d'une trentaine au niveau national. Donc, suite à ces expérimentations, le manuel de certification a été revu, c'est passé en commission. Donc, il y a 2 nouveaux critères impératifs. Il y a un critère impératif en lien avec le risque infectieux et ensuite un autre sur les urgences vitales. Donc ça, c'est les 2 nouveaux critères impératifs qui sont sortis en fait suite aux expérimentations. Ils existaient, hein, ils sont passés de standard en fait à impératif. C'est ça, ouais. Alors ensuite, au niveau des critères impératifs, donc des 17 critères impératifs, en fait, l'AHS rappelle, c'est vraiment ce qu'on ne veut plus voir au sein d'un établissement de santé. Et si l'évaluation de ce critère impératif est négative, l'AHS se réserve le droit de ne pas accorder la certification de l'établissement. Donc, si l'évaluation n'atteint pas le niveau d'exigence qui est attendu, dans ces cas-là, une fiche anomalie sera rédigée lors de la visite des experts visiteurs. Donc, ce sera rédigé entre les experts visiteurs et l'établissement. L'établissement en a bien connaissance. Donc, dans cette fiche anomalie, on va retrouver l'impact sur le patient, les pratiques habituelles, la connaissance, est-ce que l'établissement a connaissance de cette situation? Est-ce que cette situation est intégrée dans la gestion de ces risques? Et éventuellement, est-ce que des mesures conservatoires ont été mises en œuvre ou projetées? Et donc, cet argumentaire, cette fiche anomalie partagée avec l'établissement et du coup entre experts visiteurs et l'établissement, ça a pour vocation à éclairer la prise de décision de la commission de certification. Pour vous aider à répondre notamment à l'ensemble des critères et aussi à certains critères impératifs, il y a plusieurs fiches pédagogiques qui ont été élaborées par l'AHS où en fait vous pouvez retrouver un peu les points clés de chaque critère, de chaque, on va dire, spécificité, par exemple la prise en charge de la douleur. On a une fiche pédagogique sur la prise en charge médicamenteuse, on a une fiche pédagogique sur les droits des patients, etc. Donc là où vous pouvez retrouver pas mal d'informations et c'est vraiment ces fiches, c'est pour, on va dire, c'est un résumé. Qu'est-ce que les experts visiteurs vont aller chercher au niveau de cette thématique? Donc, on a une fiche pédagogique sur la prise en charge médicamenteuse, mais c'est vrai qu'elle est en lien avec d'autres thématiques, comme la gestion des risques et des vigilances, l'hospitalisation à domicile, la médecine et la chirurgie ambulatoire, la prise en charge en SSR. C'est vrai que vous pouvez retrouver la prise en charge médicamenteuse suffisamment un peu dans toutes les thématiques. Si on fait un focus sur la prise en charge de la douleur, qui est aussi un critère impératif, on peut retrouver par exemple la prescription d'un antalgique en si besoin, avec les attendus, le protocole de prescription d'antalgique si besoin qui est tracé dans le dossier du patient et la prescription signée par un médecin et précisant le niveau de douleur qui déclenche l'administration. Donc, c'est vrai que vous allez pouvoir récupérer dans certaines fiches pédagogiques, dans certaines interfaces, on va dire, quelques infos à aller piocher au niveau de cette prise en charge médicamenteuse. Et ensuite, vous avez la fiche pédagogique prise en charge médicamenteuse de manière générale, en fait, qui reprend du coup les enjeux, les données et les chiffres clés et en quoi la certification répond aux enjeux du thème. Et notamment des références pour aller un peu plus loin. Donc, c'est un mémo qui est vraiment utile pour les experts visiteurs, mais aussi pour vous, les établissements, et qui peut vous aider à aller voir qu'est-ce que les experts visiteurs vont aller chercher au niveau de la prescription, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher au niveau de la dispensation, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher au niveau des médicaments à risque, qu'est-ce qu'ils entendent derrière cette thématique.
Donc voilà, c'est un peu, ça donne quelques idées de ce que les experts visiteurs iront chercher. Et donc, on retrouve dans cette fiche pédagogique les points clés. Donc la prescription, l'administration, la dispensation, le bon usage des antibiotiques, l'approvisionnement, le transport, le stockage, les médicaments à risque, la conciliation des traitements médicamenteux et l'évaluation des pratiques. Et à chaque fois, dans cette fiche pédagogique, en fait, l'ensemble de ces points sera détaillé. Et donc, nous, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu la prise en charge médicamenteuse de manière globale, mais pour les prochains webinaires, de vraiment s'axer sur un des points clés définis justement sur ce schéma. Alors, je laisse la main du coup à mes collègues de l'Omédite pour la suite. Bonjour, donc Cynthia Choquet de l'Omédite, Isabelle Carpentier est également connectée. N'hésitez pas si vous avez des questions, on essaiera pareil de poser. Donc comme expliquait Laurine, là le but d'aujourd'hui c'était vraiment de vous présenter de manière générale la fiche pédagogique PECM avec ses points clés autour des différentes étapes du circuit du médicament. Et la PECM, bien sûr, ça passe par un objectif de prise en charge à l'hôpital pour permettre d'assurer, avec la règle des 5B, le bon médicament, le bon patient, la bonne posologie, selon la bonne voie, dans les bonnes conditions et au meilleur coût. Pour ce faire, ça va, je peux ou j'ai la main ou pas? J'essaye. Hein. Vas-y. Non, j'ai fait une bêtise. Non. Attends. C'est bon, vous voyez encore? Merci. Excuse-moi, j'ai cliqué, j'aurais pas dû. Les aléas. Non, il va tout. Donc, le but étant d'identifier des secteurs, des situations, des profils de patients à risque ou pas, mais en tout cas des profils pour lesquels il serait pertinent de développer la conciliation des traitements médicamenteux. Donc ça, c'est le critère 2.07 qui est un critère avancé. L'organisation de l'analyse pharmaceutique, la sensibilisation et la formation des professionnels rapport aux risques qui peuvent être induits par l'utilisation de médicaments à risque. Et le premier webinaire sera vraiment focalisé sur les médicaments à risque. On va vous proposer un certain nombre d'outils pour venir sensibiliser et former vos professionnels en interne, auditer. Également, on a créé avec RSQ des grilles spécifiques sur cet item-là. De faire bénéficier aux praticiens des formations à l'utilisation des antibiotiques, notamment ceux en cours de cursus, de définir les modalités d'approvisionnement des produits de santé. En action, le but étant d'appliquer et ou respecter les bonnes pratiques de prescription et de dispensation des médicaments, les bonnes pratiques d'administration, de maîtriser l'utilisation des médicaments à risque et de sécuriser l'approvisionnement, le stockage et les conditions de transport de produits de santé. Le tout aussi étant de prévoir l'organisation des soins des patients à la sortie, à ses prescriptions, avec tout le matériel nécessaire en amont à sa sortie. Donc, il d'expliquer et fournir au patient un tableau comparatif de son traitement habituel, de son traitement à la sortie. Donc là, on est vraiment en fait sur les points de rupture à l'entrée, en transfert et en sortie de patient. Et ce qui va être attendu, mais ça, on l'évoquera peut-être plus dans la partie en fait prescription et conciliation, d'avoir vraiment les liens avec la lettre de liaison, avec tout le volet médicamenteux de la lettre de liaison à la sortie et d'avoir toute l'information liée ou pas à la conciliation qui aurait pu être réalisée en interne à l'établissement et comment la tracer et comment en fait faire le lien avec la ville. En évaluation, on part sur les indicateurs EQSS, donc les indicateurs de bonne pratique d'antibiothérapie, les indicateurs de processus sur la qualité de la lettre de liaison de sortie, qui comprend notamment le volet médicamenteux du patient, que ce soit en MCO, en SSR, en CHIR ou en ANGU. Donc là, on va partir, alors, on va rester très généraliste aujourd'hui, mais ça vous permet de poser un petit peu le contexte. Et en fait, tous ces attendus qu'on résume aujourd'hui, on va vraiment les détailler. Et en fait, avec l'Omédite et le réseau des Omédites et RSQ, le but étant vraiment de venir vous proposer sur ces différents points-là des points étapes, des outils que le réseau des Omédites vous met à disposition.
Donc, sur les attendus en visite, au niveau du volet de la prescription, c'est le critère donc 2.303, le respect des bonnes pratiques de prescription et de dispensation. On va s'attendre en fait à un questionnement des équipes sur leur participation à des audits. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas ce que je lis, mais c'est bon. Questionnement des équipes sur leur participation à des audits ou des EPP et l'appropriation des équipes par les équipes de ces résultats d'évaluation. Alors sur ce volet, bien sûr, la prescription, c'est l'étape initiale du circuit du médicament, hein, avec la responsabilité médicale et un certain nombre d'acteurs derrière qui sont également concernés sur la prescription. Le but, ça va être également d'analyser l'ensemble de l'intégrité de la prescription en prenant en compte le traitement personnel. Et ce sur quoi on va insister, bien sûr, c'est le support unique, prescription administration, bien sûr, pas de retranscription. Les professionnels, en fait, dans un deuxième critère lié à la prescription, qui est le critère 1.09 avec en rapport avec le patient, le professionnel doit s'assurer également de la bonne compréhension de la prescription auprès du patient. Donc, sur les points de vigilance par rapport à ce volet de prescription, on abordera les points de la prescription informatisée avec toutes les problématiques qu'ils peuvent ou pas avoir autour de cette prescription informatisée. Donc, les connexions au réseau, les protocoles, les accès au livret, les liens avec le dossier patient informatisé. Il y a un focus également dans la fiche PECM sur la prescription manuscrite, hein, avec une vigilance particulière sur les interfaces à risque. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la vigilance sur le fait que la retranscription n'est pas autorisée. Il y a également un point sur tout ce qui est en rapport avec les habilitations au niveau des prescripteurs, hein, avec la liste qui doit être retrouvée en PUI, des prescripteurs habilités. Un zoom sur le bon usage des antibiotiques, mais ça fera l'objet d'un petit chapitre particulier du volet prescription. Mais bon, voilà, on vous a déjà listé un petit peu ce qui était positionné sur les fiches. Et en face de ces points de vigilance, un certain nombre de risques à pointer et à évaluer, donc en rapport notamment avec les prescriptions particulières auxquelles on peut être confronté en établissement, les prescriptions si besoin, les prescriptions orales, les prescriptions anticipées, mais également les prescriptions à risque, dans le sens prescription à risque parce que patient à risque, prescription à risque parce que médicament à risque de par sa nature, type stupéfiant, type chimiothérapie, et également patient à risque du fait d'une prescription pédiatrique en dose par rapport à la galénique ou personnes âgées avec des prescriptions potentiellement inappropriées. Donc on a réinsisté hein, sur le point support unique, pas de retranscription. Et le dernier point de vigilance étant, comme je le disais en préambule sur la partie prescription, la continuité médicamenteuse avec la lettre de liaison, encore plus sur les patients vulnérables. Donc les 4 étapes en fait qui suivent sont les 4 étapes détaillées dans le volet dispensation avec la vérification au niveau de l'analyse, de la préparation des doses, de la délivrance des médicaments et la mise à disposition des informations et des conseils. Sur ces étapes liées en fait au volet dispensation, alors on va retrouver tout ce qui est en lien avec le bon usage du médicament et les conseils qui doivent être retrouvés dans le dossier. Le pharmacien doit mettre à disposition des outils d'information auprès des professionnels de santé, mais également auprès des patients, sous forme d'affiches, de plaquettes, de flyers. Donc voilà, on va vous proposer un certain nombre de choses pour vous aider également. On doit retrouver l'existence et la mise en œuvre d'une procédure de gestion des commandes, en rapport avec tout ce qui est gestion des stocks, gestion des réapprovisionnements et gestion surtout des ruptures de stock. Procédures liées au transport des produits de santé à traçabilité. Et bien sûr, tout ce qui est lié aux règles de stockage, sécurité adaptée au transport des médicaments, conservation, conditions de conservation, respect de la chaîne du froid, respect de l'emballage secondaire, avec toujours les items qu'on attend sur la sécurité, sur la confidentialité, sur l'hygiène, voilà. Et la notion d'urgence et des besoins professionnels. Alors, sur la partie évaluation des risques, on sait que l'analyse pharmaceutique est un outil d'aide à la prescription, donc le but étant de détecter les interactions, les sous- ou surprescriptions. On va devoir essayer de retrouver l'avis pharmaceutique qui doit être tracé sur une fiche d'intervention pharmaceutique.
En ce qui concerne en fait l'étape des PDA, donc on a repositionné ce qu'était le PDA. Bon, je pense que ici sur ce webinaire, je vais pas entrer plus dans le détail, mais voilà, ça reste tout ce qui est lié à l'acte de déconditionner et de reconditionner les médicaments. Et on devra s'atteler à retrouver en fait sous forme également de procédure tout ce qui est règles et conditions de stockage des médicaments, notamment en service. On doit retrouver en fait des notions de respect de conditionnement, d'étiquetage, tout ce qui est bon de retour, et puis s'attarder, ça sera plus sur la partie médicaments à risque. Attention voilà, aux produits similaires, attention au rangement notamment des médicaments à risque. Donc, tout ça, en fait, c'est vrai que c'est plus un résumé. On entrera vraiment dans le détail, volet par volet, lors des webinaires suivants. Le prochain webinaire, en fait, traitera essentiellement des médicaments à risque parce qu'on voulait vous présenter, avec ce webinaire-là en premier, le circuit complet, avec vraiment tout ce qui va être en rapport avec l'identification de ces médicaments au sein de vos établissements. Et si ce n'est pas fait, voilà, des guides, des listes, des affiches de sensibilisation également pour faire des rappels auprès de votre professionnel. Tout ce qui a trait à la sécurisation de ces médicaments dans le sens sécurisation physique, stockage, mais sécurisation aussi liée à la prescription et à la partie administration. Et on refera un focus sur les Never Events et on en profitera avec le RSQ pour vous présenter un exemple de grille traceur ciblé. On a trouvé que c'était opportun de démarrer par le médicament risque parce qu'il permet vraiment de revoir l'ensemble des points clés qui sont liés en fait au process du médicament et ensuite rentrer peut-être plus dans le détail des attendus liés à la prescription et la conciliation, à tout ce qui est en rapport ensuite avec la dispensation, l'approvisionnement, le transport et le stockage. Et enfin, il y aura un gros focus également sur la partie administration avec tout ce qui est vérification des concordances, administration par des professionnels habilités, traçabilité dans le dossier et puis information et surveillance des patients correspondants. Voilà, je laisse la parole à ma collègue de RSQ pour Il y a peut-être déjà une question auquel on pourrait répondre, c'est Compiègne-Noyon qui nous dit « Vous intégrez le transport des produits pharmaceutiques dans l'acte de dispensation. Or, cette mission n'en fait pas partie. » Oui, effectivement. On l'a mis en fait parce que ça fait partie du webinaire dispensation à pro transport et stockage. Et ce sont deux étapes bien séparées. La partie dispensation venant plus dans la partie en fait analyse pharmaceutique, mais il fallait qu'on fasse voilà, des séparations, sinon Oui, là, c'est une synthèse en fait qu'on vous présente. C'est vraiment des notions générales, donc sous des chapeaux, peut-être pas assez précis, hein, effectivement, mais tout ça, ça va être repris et détaillé dans les différents cafés rencontres. Après, il y a une autre question. Que veut dire la phrase « pas de retranscription, s'il vous plaît » ? Alors, on dit toujours qu'en fait, il faut avoir un document unique, que de chaque étape, que ce soit la prescription, donc la dispensation ou l'administration, partent d'un même document, qui est la prescription. Et il faut bannir tout ce qui est retranscription, qui sont source et risque d'erreur. Je ne sais pas si Cynthia, tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est vrai qu'on voulait l'aborder dans le cadre en fait de non-informatisation justement de la prescription et rebalayer en fait justement le support unique prescription-administration sur support commun. Donc c'est bon, pour l'instant, pas d'autres questions. Merci Isabelle. Alors je vois qu'il y a une main levée. Si vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour.
Bonjour. Vous parliez de lettres de liaison et en fait, moi j'ai une question, c'est que j'ai là une problématique. Quelle est la différence entre une lettre de liaison et un courrier de sortie? Parce qu'il parle des deux du coup dans la certification et je suis un peu embêtée sur la différence entre les deux courriers. Alors, vous nous posez peut-être une colle. Pour moi, je ne vois pas de différence flagrante. Donc, on ira rechercher l'information pour vous la donner parce que pour nous, lettre de sortie ou courrier de sortie, c'est les éléments qui permettent d'accompagner la sortie du patient avec ces traitements ou ces changements de traitement pour que le patient soit pris en charge en ville. Donc, mais bon, c'est vrai que cette notion lettre ou courrier, on ira voir s'il y a réellement une différence. On vous apportera la réponse ultérieurement. Laurine, tu as une réponse ou Cynthia? Non, justement, du coup, on va regarder ça, puis on vous dira la réponse au prochain webinaire ou on vous enverra la réponse par mail. Pour moi, c'est la même chose, mais c'est vrai que s'ils identifient, peut-être qu'il y a une différence entre les deux, donc une petite différence qui fait que, mais on regardera ça, on vous tient au courant, du coup, je le note. Ouais, parce que c'est vrai qu'il parle des deux à chaque fois, donc je ne sais pas si c'est la même chose ou pas. Disons que pour moi, la lettre de sortie, elle doit intégrer le traitement, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas du courrier. Mais c'est un problème lexical, là, il va falloir qu'on regarde. Est-ce que c'est vrai que nous, on a plus noté la notion de lettre de liaison avec toujours l'intégration dans le parcours patient, en fait, du cheminement complet, en fait, des informations liées à son traitement. Donc, c'est vrai qu'on reprend plutôt, nous, toujours la notion de lettre de liaison. Et pour moi, le courrier de sortie pouvait reprendre, du moins, c'était également des courriers à destination des autres, des autres spécialistes, mais pas forcément en reprenant l'ensemble. Mais on va vérifier, on ne veut pas vous dire de bêtises, donc on va vérifier lexicalement. Parce qu'en fait, il me semble qu'il y a une subtilité, parce que je me demande s'il n'y a pas un indicateur HS sur la qualité de la lettre de liaison à la sortie. Donc après, on va regarder ça, on vous tiendra au courant, on vous donnera la réponse par mail ou au prochain webinaire. D'accord. Je me permets d'intervenir parce qu'en fait, la lettre de liaison, il y a vraiment un contenu défini légalement, alors que je crois que le compte-rendu de sortie, il est pas réglementé. Et là, ça met une base, la lettre de liaison. Après, bah, vous nous confirmerez. Ouais, Enfin, parce que pour là, moi, je suis quasi sûre que la lettre de liaison, c'est un indicateur. Donc, en fait, il y a vraiment, on doit y retrouver, comme vous dites, des critères bien spécifiques. Par contre, je ne sais pas quelle est la différence entre la lettre de liaison et le courrier de sortie. Est-ce que le courrier de sortie, du coup, Mais dans la lettre de liaison, en fait, on retrouve, il y a un décret avec le oui, contenu. Alors que non, le courrier d'hospitalisation, enfin de fin de sortie, on enfin n'en de a pas. sortie, Ouais. j'ai jamais vu enfin il y a pas tous les éléments, en fait, c'est défini un peu par chacun. Enfin pour moi Oui, c'était ça. Alors que la lettre de liaison, comme vous dites, après il y a un indicateur qui est associé, mais oui. ça part de ce qui est décrit en fait, du contenu décrit. Oui. Enfin bon, je sais pas. Vous nous direz. Ouais, on vous tient au courant, en tout cas. Alors ensuite, il y a une autre question. Le cas d'un HAD, les ordonnances du médecin adresseur sont retranscrites dans le DPI puis validées par le médecin HAD. Est-ce là interdit? Je vous remercie. Mais je dirais qu'à partir du moment où c'est le médecin HAD qui valide cette retranscription, c'est-à-dire qu'il a une lecture en fait de l'ordonnance, à partir de là, donc c'est possible puisqu'il y a une dernière validation faite par un prescripteur. Est-ce que Cynthia, tu veux rajouter d'autres non, choses c'est bon. On a une validation médicale qui est refaite. Là, quand on parlait de retranscription, on parlait de retranscription infirmière, essentiellement.
y avait d'autres questions? Je vois encore une main levée, je ne sais pas. Oui, bah, je voulais savoir, par exemple, là, actuellement, en réanimation, on a un support unique prescription-administration. Mais c'est vrai que parfois, sur des médicaments molécules onéreuses, on demande une retranscription de certains traitements sur un support spécifique. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une retranscription, sachant que la prescription de départ, elle part du support de réanimation? Donc finalement, c'est plus un support de demande que... C'est un support de traçabilité lié à l'indication, c'est ça? C'est plus ça, ouais. Donc est-ce qu'on parle de retranscription dans ces cas-là ou pas vraiment? Et de toute façon, c'est fait par le médecin. Le médecin, ouais. Donc à partir de là, c'est le médecin qui valide aussi, donc c'est de la même manière. Oui, donc on parle pas de retranscription dans ces cas-là. Non, non, c'est validé par le médecin. Merci. L'idée, c'est vraiment de sécuriser, et donc le volet prescription, c'est le médecin qui en a la charge. Donc à partir de là, ça sécurise le point de départ, donc ça sécurise la prescription, et donc toute la chaîne peut en dérouler. Il y avait une autre question, mais on ne voit pas qui, donc n'hésitez pas. Oui, je vois encore une main levée aussi. Docteur Dolo. Pas d'autres. Vous avez votre micro coupé, je ne sais pas si. Alors, il y a donc là, Madame Odile Barret qui nous donne le décret du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de liaison et qui nous dit la dénomination document de sortie s'applique à tout document remis au patient à la sortie d'une hospitalisation et adressé aux professionnels de santé amenés à le prendre en charge en aval du séjour. Donc, c'est compte rendu d'hospitalisation et lettre rédigée à l'occasion de la sortie selon l'article R 1112-1 et 2 du Code de la santé publique. Donc, lettre ou document de liaison, courrier de fin d'hospitalisation. Et donc, une autre personne nous indique lettre de sortie égale lettre de liaison. Donc, merci pour ces précisions. Donc, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question du docteur Delo. Est-ce que le courrier de sortie avec le traitement médicamenteux peut remplacer la prescription médicamenteuse? La prescription médicamenteuse est-elle obligatoire? La prescription médicamenteuse va être obligatoire pour avoir les médicaments à la sortie. Le courrier ne peut pas remplacer la prescription. Et je crois qu'on le retrouve bien justement dans les critères en lien avec l'indicateur où on a bien traitement médicamenteux, enfin prescription médicamenteuse, du coup. Dans ce cas-là, le courrier fait l'indication du traitement médicamenteux, mais pour avoir les médicaments physiquement, il faut avoir une prescription. La lettre, en fait, doit préciser le traitement médicamenteux avec la liste des médicaments à l'entrée ou la liste des médicaments à sa sortie, avec effectivement tout ce qui correspondrait à tout ce qu'on devrait retrouver, en fait, je vais dire, sur une prescription, mais ne fait pas pour autant office d'une prescription. C'est souvent ce qu'on voit en fait en courrier de sortie d'un spécialiste qui donne à son confrère généraliste le traitement médicamenteux
Et donc, le généraliste voit le patient donc sortant de l'hospitalisation, voit son patient donc et retranscrit ouais. Donc finalement la prescription du spécialiste donc signe cette prescription qui permet au patient d'avoir son traitement à l'officine. Mais par facilité pour ça, allez chercher l'IQSS, qualité de la lettre de liaison à la sortie, et vous comprendrez tout ce qu'on attend de vous. Hein. Ouais, c'est ça, on retrouve tout dans l'indicateur. Hein. Il y a une fiche descriptive qui est disponible, effectivement. Je vous l'enverrai par mail en même temps que le diaporama si vous le souhaitez. Alors, il y a une petite question de Monsieur et Madame Kadouri, excusez-moi d'avance, voilà, j'ai pas tout. Double vérification dans quel cas? Alors là, on était sur une évaluation. Encore une fois, c'est une diapo résumée qui sera plus détaillée. Là, quand on parle de la double vérification, si nécessaire, c'est vrai qu'on était plus sur la partie en fait médicaments à risque ou sur la partie en fait préparation injectable à risque. C'est vrai que c'est des mots, c'est des phrases un petit peu clés, voilà, qui sont remises ici. On en reparlera en fait plus dans le webinaire médicaments à risque. Et ensuite, il y avait une main levée, mais je pense que là. Oui, bah du coup c'était bonjour. J'avais une petite question en ce qui concerne toujours l'item pas de retranscription de médicaments. Dans les services, les infirmières prennent souvent des notes sur des feuilles volantes lors des transmissions qui leur servent uniquement d'aide-mémoire pour elles et sur lesquelles elles écrivent par exemple le début de l'antibiotique en mettant le nom de l'antibiotique et la dose, enfin ou n'importe quel médicament sur leur feuille. Elles ne se servent pas de ces feuilles-là pour l'administration, elles se servent uniquement du DPI, c'est vraiment uniquement une aide-mémoire. Est-ce que le fait d'écrire des noms de médicaments sur des feuilles, est-ce que c'est considéré comme une retranscription de médicaments ou pas du tout? Je peux me permettre de répondre si vous voulez, puisqu'on a les experts visiteurs en ce moment dans notre établissement. Et il ne faut pas avoir de document avec un médicament, même si c'est une petite feuille qui est dans la poche. Il faut surtout avoir un document qui peut être édité du logiciel avec des infos qui ne sont que pense-bête et jetées, mais aucun médicament. Oui, c'est considéré comme de la retranscription. C'est un risque, vous le voyez bien, c'est un risque donc parce que ce petit papier avec un nom de médicament et puis un débit ou donc des précisions peut être utilisé par quelqu'un d'autre donc et créer un problème et un risque. Et c'est là où il faut penser en fait à minimiser tous ces risques-là. Ok, merci. Mais c'est vrai comme les attendus. Pardon. Vas-y, Cynthia. Non, je disais vraiment les attendus sur ce critère de respect des bonnes pratiques d'administration et de dispensation. C'est soit on retrouve la prescription sur un support informatisé qui pour eux en fait représente un élément de sécurisation indéniable, ou manuscrite. Et le tout, c'est vraiment de faire appel quand on est sur une administration à une prescription qui va être validée par un prescripteur. Et de ce fait, ces supports comme ça annexes, si je peux le dire, là ne peuvent pas être considérés voilà, comme fiables. Au contraire, viennent remettre du risque sur quelque chose que vous avez sécurisé par justement soit votre support unique prescription d'administration, soit par votre informatisation. Donc il faut absolument les bannir et de toute façon, bon après c'est vrai, si on bénéficie d'un établissement qui est en certif là, je les encourage à répondre et à compléter mon propos, mais dans tous les cas, il y aura une interrogation des équipes, des audits, voilà, les experts visiteurs vont auditer, vont évaluer, vont bien voir sur quelle en fait base. Il y a beaucoup d'observations là sur cette version-là de la certification. Donc, si on se retrouve avec des supports où il n'y a que toute partie, entre guillemets, de prescription, là, c'est sûr que vous allez partir en alerte sur ce critère-là. Alors, ensuite, il y a une question.
Est-il obligatoire pour le médecin dans la lettre de sortie de reprendre le traitement habituel du patient en plus du traitement prescrit durant l'hospitalisation et devant être poursuivi? Je crois que dans l'indicateur, c'est noté. Si je reprends là, j'ai la liste. Alors, le critère est satisfait si on retrouve sur la lettre de liaison à la sortie de façon lisible la liste des médicaments à l'entrée du patient ou la mention de l'absence de traitement à l'entrée et la liste des médicaments à la sortie avec pour chaque prescription du médicament sa dénomination commune, sa posologie, sa voie d'administration et sa durée de prescription ou la mention de l'absence de son traitement à la sortie. Mais je vais vous envoyer justement le document qui reprend l'indicateur de la lettre de liaison à la sortie, où vous avez du coup ce qui doit être retrouvé du coup dans la lettre de liaison. Oui, parce que là encore, c'est une question de risque finalement. Si vous ne mettez pas tous les médicaments, il y a toujours le risque qu'il y ait une perte d'information et que finalement le patient n'ait pas tous les traitements qu'il aurait dû avoir, donc par une mauvaise interprétation. Donc c'est aussi une gestion de risque. Oui. Et ensuite, donc, il y a Madame Dallène qui écrit « Tant que les circuits d'administration se basent effectivement sur la prescription, la prise de notes perso n'est pas une retranscription. » En fait, ce n'est pas une retranscription si vous sortez la prescription telle qu'elle via soit votre votre logiciel informatique, etc. C'est juste retranscription si c'est vraiment une note manuscrite réalisée par les professionnels. Oui, encore ça, c'est vrai que cette prise de notes personnelle, si il la déchire après, il la jette ou je ne sais quoi, ça portera pas à préjudice et à problème. Donc, du coup, c'est au niveau risque. Si c'est jeté, ça ne posera pas de problème. Par contre, si on garde cette trace et que cette trace arrive malencontreusement dans le dossier du patient, ça peut porter à confusion, donc il y a un risque. Oui, c'est vrai que de par les établissements pilotes qui ont passé leur visite en juillet, ils nous ont dit vraiment les experts visiteurs, après je ne sais pas si Madame Tilly a elle-même ressenti, sont vraiment sur le terrain et du coup vérifient, sont vraiment avec les professionnels. Donc je pense que ce genre de notes, je pense qu'ils le verront si jamais c'est de la retranscription, quoi. Donc veillez peut-être à sensibiliser vos professionnels là-dessus parce que je pense que pour le coup, la HS risque de ne pas être très tendre avec ça, on va dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Cynthia, est-ce que tu avais des choses à rajouter sur le volet administration? Non, pas particulièrement, du moins pas ce stade de présentation. Après, n'hésitez pas à poser vos questions sur le côté. On va essayer de les récupérer et de les mettre dans une foire à questions auxquelles on répondra par écrit également. Ça, c'était la prochaine étape. Donc, nous, on les note au fur et à mesure et on refera des réponses en fait écrites et tracées dans une foire qui accompagnera les webinaires. Hein. Alors, ensuite, si on continue, donc au niveau des outils, donc vous avez énormément d'outils disponibles qui peuvent vous aider notamment à vous évaluer. Donc, il y a le CAQES, il y a des observations, il y a les CREX-RMM, les EPP, les traceurs ciblés, les IQSS, les parcours traceurs, les autodiagnostics, les audits systèmes, les événements indésirables, les patients traceurs. Donc, c'est vraiment des outils différents qui vont vers un objectif commun d'évaluer votre prise en charge médicamenteuse. Donc, au niveau du référentiel, en fait, vous allez retrouver donc, pour chaque critère, donc, par exemple, les équipes respectent les bonnes pratiques d'administration, vous allez retrouver les éléments d'évaluation. Comment les experts visiteurs vont aller évaluer ce critère. Donc là, on peut voir au travers d'un patient traceur, on verra juste après ce qu'est la méthode patient traceur, ou au travers de traceurs ciblés. Donc, par exemple, on retrouve des piluliers nominatifs identifiables jusqu'au lit du patient, son numéro de chambre. Les troubles de la déglutition sont prévenus, le respect du voyage des médicaments est réalisé, l'autonomie du patient est vérifiée systématiquement à chaque prise,
La traçabilité de l'administration et de la non-administration est réalisée au plus près, différenciée, distribution et administration. La connaissance pharmacologique et des interactions médicamenteuses, exemple utilisation des solvants, la surveillance et les effets secondaires, l'information du patient, la déclaration des erreurs médicamenteuses, les 5B et la dynamique de formation. Donc ça, voilà, vous pouvez retrouver toutes ces infos dans le référentiel. Donc, pour vous montrer un peu les méthodes qui seront utilisées en visite, on vous a remis du coup en fonction, le lien entre les méthodes et les critères. Donc, pour la méthode du traceur ciblé, on va retrouver tous les critères liés à la pertinence des prescriptions d'antibiotiques. On va retrouver le critère en lien avec la conciliation. On va retrouver au niveau des traceurs ciblés le critère en lien avec les médicaments à risque et ensuite avec les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie. Ensuite, au niveau des parcours traceurs et traceurs ciblés, on va retrouver tout ce qui est bonnes pratiques de prescription et de dispensation. Donc là, en fait, le parcours traceur, on verra la méthode juste après, mais c'est ce qui vous permet en fait d'évaluer la continuité et la coordination des soins. Donc c'est vrai qu'on peut le retrouver au niveau des bonnes pratiques de prescription et de dispensation des médicaments. Et ensuite, au niveau du patient traceur et traceur ciblé, donc les équipes respectent les bonnes pratiques d'administration. Et au niveau de l'HAD, maîtrise la sécurisation des produits, du circuit des produits de santé. Donc là aussi, en fait, les bonnes pratiques d'administration, on va aller demander au patient comment on lui administrait le médicament, est-ce qu'on lui a demandé son identité avant de lui administrer le médicament, etc. On le verra juste ensuite, les méthodes. On retrouve aussi au niveau du patient traceur, le patient en prévision de sa sortie est informé des consignes de suivi pour les médicaments qui lui sont prescrits. On retrouve au niveau des observations et du traceur ciblé l'approvisionnement, le stockage et l'accès aux produits de santé. Et au niveau du parcours traceur, la discontinuité de la prise en charge médicamenteuse du patient vulnérable à sa sortie. Donc là, c'était vraiment pour vous mettre en lien les méthodes qui seront utilisées par les experts visiteurs avec les différents critères liés à la prise en charge médicamenteuse. Donc, pour vous faire un petit rappel sur la méthode patient-traceur, donc c'est vrai qu'on a réalisé l'audit croisé prise en charge médicamenteuse en 2018 où on a intégré justement une interview du patient. Donc, en fait, c'est le même principe. Il y aura une identification du patient. Le patient est informé qu'il va bien être interviewé. Les équipes vont rencontrer le patient. Ensuite, vont rencontrer l'équipe qui a pris en charge le patient et ensuite vont en faire la synthèse. Donc, on prend un patient, si possible, qui est le plus proche de sa sortie et qui est interrogé sur tout son parcours. S'il est passé par les urgences, le bloc, la chirurgie, on va vraiment le questionner sur tout son parcours. On va rencontrer le dossier du patient et l'équipe qui assure sa prise en charge. Donc, je vous ai mis un petit peu quelques exemples de questions qui peuvent être posées aux patients. Par exemple, lors de votre admission, aviez-vous un traitement? Avez-vous eu l'information qu'il fallait arrêter certains médicaments? Aviez-vous déjà des médicaments à prendre avant votre arrivée à l'hôpital? Comment ça s'est passé? Vous a-t-on demandé votre traitement personnel à l'entrée, vos ordonnances? Avant chaque acte ou administration de médicaments, vous a-t-on demandé votre identité? Avez-vous été informé sur les traitements médicamenteux? Voilà, donc là, c'est toutes les questions qui peuvent être posées aux patients et qui permettent du coup d'évaluer la prise en charge médicamenteuse. Ensuite, on a la méthode du parcours traceur. Donc là, le parcours traceur, en fait, c'est le même principe. On n'interviewe pas le patient. Par contre, on va vraiment s'axer sur la continuité et la coordination des soins. En fait, c'est vraiment sur les interfaces entre chaque secteur. Donc, les étapes, on va identifier le parcours de l'évaluateur, la sélection des dossiers correspondants. Donc, en fait, c'est environ 5 dossiers seront sélectionnés. Les experts visiteurs choisissent le dossier qui servira de fil rouge. Les experts visiteurs vont rencontrer les équipes impliquées. Il y aura la présentation du parcours, l'analyse commune et ensuite, les experts vont réaliser le parcours physique du patient. Alors, si on regarde un peu juste ensuite, en fait, c'est vraiment centré sur le parcours de prise en charge.
Donc, l'expert visiteur va réaliser le circuit physique du patient. Si, par exemple, le patient est arrivé aux urgences, est passé au bloc, en chirurgie, etc., il fera bien le parcours physique et ira rencontrer les professionnels dans ces services pour leur poser éventuellement des questions. Donc, exemple de questions qui peuvent être posées à l'équipe. Les prescriptions médicamenteuses initiales sont-elles datées avec le nom du prescripteur, signées et lisibles avec l'homologie, etc. En cas d'injectable, modalité de dilution, vitesse et durée de perfusion, etc. Donc ça, c'est des questions qui peuvent être posées à l'équipe lors des parcours traceurs. Ensuite, on a la méthode du traceur ciblé. Donc ça, la HS nous a dit, vous allez voir, en fait, il y a 8 ou 7 traceurs ciblés qui ont été définis et le traceur ciblé sur le circuit du médicament, c'est un des incontournables. Vous allez forcément l'avoir une fois, voire même plus si jamais il y a besoin. Donc au niveau du traceur, les experts vont choisir le traceur sur lequel ils souhaitent évaluer l'établissement. Il y a la reconstitution du circuit, l'identification des professionnels qui sont impliqués, l'échange avec les professionnels et la vérification des bonnes pratiques, et ensuite la consultation de documentation liée. Alors, 8 traceurs ciblés donc, ont été préalablement définis par la HS dans le cadre des visites de certification. Donc, il y a circuit du médicament et des produits de santé, gestion des produits sanguins labiles, gestion des événements indésirables graves, prévention des infections associées aux soins, accueil non programmé, transport intra-hospitalier des patients, gestion des vigilances sanitaires et prélèvement et greffe d'organes et de tissus. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la HS, les incontournables, ce sera circuit du médicament et des produits de santé, gestion des événements indésirables graves, prévention des infections associées aux soins. C'est vraiment les 3 incontournables et après, les autres sont, je ne vais pas dire, ne sont pas incontournables, vont être évalués, mais peut-être de manière un peu moins forte. Donc, si on reprend par exemple l'exemple de traceur ciblé sur le circuit du médicament, en fait, l'idée, c'est de redécouper le processus et d'évaluer chaque étape. Donc, si on prend par exemple un traceur ciblé sur une prescription médicamenteuse, il faut toujours partir d'une donnée d'entrée. Donc, par exemple, on prend prescription médicale pour le médicament. Par exemple, avec l'Omedit, on a travaillé pour le prochain webinaire une grille traceur ciblée sur prescription d'insuline. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller voir au niveau de la prescription, on va vérifier la mise en œuvre des bonnes pratiques de prescription. Ensuite, on ira voir au niveau de la pharmacie la mise en œuvre des bonnes pratiques de dispensation. On ira voir au niveau du transport, donc la mise en œuvre des bonnes pratiques de transport des médicaments. Et ensuite, on ira voir dans le service la mise en œuvre des bonnes pratiques d'administration. L'idée, c'est vraiment de faire la boucle, de refaire le processus et d'aller voir, en fait, d'aller évaluer la mise en œuvre des bonnes pratiques. Par exemple, donc là, je vous ai remis un exemple de questionnement de pharmaciens sur les pratiques d'analyse pharmaceutique et de dispensation, des exemples de questions qui peuvent être posées. Donc, pouvez-vous m'expliquer comment vous réalisez la dispensation des médicaments? Pouvons-nous voir ensemble l'analyse pharmaceutique sur le dossier de cette patiente et comment sont préparés les piluliers? Donc, voilà, c'est l'idée un peu, c'est pour vous donner un peu quelques exemples qui peuvent être posés lors du traceur ciblé. Donc, il y aura des questions qui seront posées au niveau de la prescription, au niveau des médecins, dispensation au niveau des pharmaciens, au niveau du transport et au niveau de l'administration ou dans les services. Donc là, ça comprend vraiment tous les professionnels seront rencontrés. Ensuite, bien évidemment, donc ça, c'est les méthodes qui sont utilisées par les experts visiteurs, mais vous avez vos méthodes en interne qui permettent également de vous évaluer. Donc, l'évaluation des pratiques. Donc, tous les acteurs sont impliqués dans l'évaluation du circuit. Donc, il y a le lien indissociable avec l'équipe et qualité. Les évaluations sont mises en œuvre à toutes les étapes clés du circuit du médicament et les résultats donnent les indicateurs de la prise en charge. Et l'amélioration des pratiques est réelle et prend en compte les spécificités d'organisation de chaque établissement. Donc, au niveau des outils,
vous avez le suivi du CAQES, le suivi des IQSS, les EPP, ou les audits ciblés, les audits cliniques, etc., que vous faites au sein de vos établissements, les audits de circuit du médicament, notamment l'audit croisé prise en charge médicamenteuse que vous réalisez avec l'OMEDIT et le RSQR, ou les RMM, les CREX et les REMED. N'hésitez pas justement à faire valoriser vos outils en interne également. Donc, pour résumer, donc, on a deux niveaux. On a le niveau un peu de démarche qualité qui est réalisé au sein de votre établissement. Donc, c'est un peu l'évaluation continue de la thématique par l'établissement. Donc, ça, c'est votre démarche qualité en interne. Ensuite, il y a l'évaluation externe de la certification, où là, il faut préparer la visite des experts visiteurs. Donc, il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées pour une évaluation croisée des différents critères. Et ensuite, c'est vrai qu'on remarque qu'il y a une nouvelle méthode dans cette certification qui est l'audit système. Et on n'a pas justement cette notion d'évaluation de la prise en charge médicamenteuse dans l'audit système, mais des questions en lien avec la prise en charge médicamenteuse pourront être abordées, notamment lors de la rencontre avec la gouvernance pour l'évaluation de la gestion des risques et des vigilances. Donc, c'est vrai qu'au cours de la visite, il y a ajout possible d'une nouvelle évaluation au programme initialement prévu, donc en fonction des observations des experts visiteurs pour confirmer une pratique, une problématique identifiée. Donc, c'est vrai que la nouveauté un petit peu, donc les experts visiteurs vont venir dans l'établissement. Au jour numéro 2, vont réaliser des patients traceurs et à partir de ce qu'ils auront vu de ces patients traceurs, vont adapter la visite pour les jours suivants. Donc, si par exemple, on a un traceur ciblé sur circuit du médicament, c'est vrai qu'ils peuvent en réaliser plusieurs les jours suivants s'ils remarquent des problématiques identifiées lors du J2 de ces patients traceurs. Alors, Laurine, il y a des questions. Oui. Oui, il y a des questions intéressantes que dans le chat. Où donc Madame Stéphanie Potier demandait, pouvez-vous donner des exemples de cibles pour le traceur ciblé PECM retenu par les experts HAS en visite? Et donc Madame Sophie Tillier répondait des exemples de médicaments, ce sont les médicaments à risque, hein, donc forcément qui sont importants. Chez nous, nous avons eu le potassium, le KCL et le Préviscan. Oui, et dans les établissements pilotes, il y a également eu potassium, il y a eu insuline et je ne sais plus, il y en a eu un troisième, je ne sais plus lequel, mais je peux redemander du coup à l'établissement si vous souhaitez quelques idées. Antibiotiques, non? C'était pas ça, Laurine, antibiotiques? Il me semble, ouais, peut-être antibiotiques. Ouais, merci Noël, ça doit être ça. Je pense que c'est antibiotique. Ce qui est intéressant dans ces médicaments à risque, on est vraiment typiquement sur la méthode du traceur ciblé parce qu'on peut observer en fait le circuit de ce médicament à risque à toutes les étapes du circuit de prescription, dispensation, stockage, administration, voire suivi thérapeutique. Et le but, c'est d'aller regarder toutes les mesures, toutes les barrières de sécurité qui sont placées par l'établissement pour essayer de sécuriser au mieux en fait la prise en charge du patient. C'est pour ça qu'en fait, avec RSQ, on a voulu développer une grille sur l'insuline, parce que l'insuline, en fait, répond vraiment à l'objectif, en fait, de cette méthode traceur ciblé. Et en plus, il y a tout le côté, en fait, transport avec la chaîne du froid, donc tout le côté logistique aussi, qui va pouvoir être facilement, entre guillemets, pointé, si je peux le dire, par les experts visiteurs.
Donc c'est vrai qu'on retrouve principalement les médicaments à risque, hein, KCL, les anticoagulants oraux, les insulines, les antibiotiques. On avait vu dans des aides par la HAS, ils utilisaient en fait ils allaient vérifier la présence de l'anticoagulant, dans le blister, s'il était bien encore dans son blister avant d'être, quand il était dans le pilulier. Au niveau des médicaments à risque, ils vérifiaient que c'était bien identifié dans les stockages services et qu'ils bénéficiaient d'un double contrôle avant administration. Il y a en fait un certain nombre d'items liés en fait aux modalités de contrôle renforcées pour les médicaments à risque qui est parfait sur la méthode traceur. Ça. Après, il y avait une autre question, mais j'essaie de remonter dessus, parce que là, pour le coup, j'ai pas compris. Une question concernant les HAD, lorsque c'est le médecin traitant qui prescrit l'antibiotique, qui est responsable de l'évaluation à 72 heures, puis à 7 jours? Alors, vous pourriez développer, si vous avez possibilité peut-être... Parler de la réévaluation en 72 heures de l'antibiothérapie, c'est ça, avec le fait qu'il n'y ait pas forcément de médecin traitant qui puisse passer, c'est un HAD autonome, un HAD avec PUI, comment est-ce que vous pourriez expliciter un petit peu votre propos? Parce que dans tous les cas, moi en première réponse, sous couvert entre guillemets, mes collègues, j'aurais répondu que le médecin initiateur de la prescription est censé réévaluer le traitement à 72 heures et à 7 jours, mais peut-être que je ne comprends pas bien la question. Oui, il manque de précision là pour pouvoir comprendre en fait. Ouais, pour moi, j'aurais répondu la même chose que toi, Cynthia, je ne comprends pas la problématique. Et ensuite, il y avait pour les établissements sans PUI type HAD, qui est le responsable de la conciliation médicamenteuse et des interventions pharmaceutiques. Alors, les interventions pharmaceutiques, c'est forcément par le pharmacien. Donc, à partir du moment où c'est délivré par le médicament, c'est délivré par l'officine. Donc, c'est l'officinal, c'est le pharmacien d'officine qui fait son intervention pharmaceutique. Donc, Et il y a Madame Tillier qui reprend, oui, nous aussi, nous avons eu les antibiotiques au niveau de l'évaluation des traceurs ciblés. Oui, il me semble que c'était ça, Noël, tu as raison. Au niveau des établissements pilotes, il y a eu également l'antibiotique. Sachant que l'antibiotique est aussi un médicament avec des risques d'antibiorésistance, qui fait que c'est aussi des produits qui sont forcément à risque et surveillés par les experts visiteurs. Ça, c'est indéniable. C'est vrai qu'au sein de ces étapes-là, ce type de produit-là, en fait, que ce soit en termes de modalités de prescription ou de dispositifs d'aide, par exemple, à l'injection, avec tout ce qui doit être précisé autour de ça. Je pense notamment, en fait, si on est en sous-lutte, en IV, on doit réussir à retrouver en fait un certain nombre d'attendus dans les prescriptions. Et ensuite, il y a tout le parcours en fait lié à l'analyse et aux dotations en fait également des besoins urgents avec le stockage et l'identification de ces produits-là qui sont théoriquement sous surveillance, et toute la partie liée aussi à la préparation en elle-même et aux étiquetages des préparations injectables qui peuvent y être. Donc c'est vrai que ce type de produit, c'est vraiment l'objet entre guillemets parfait pour réussir à répondre à l'ensemble des étapes du circuit du médicament. C'est à refaire le processus en fait global, quoi.
Alors ensuite, il y a une question, est-ce une obligation que les médicaments à risque soient tous identifiés lors du stockage dans les services ou identification uniquement des médicaments concernés par les Never Events? Ça, je pense qu'on en parle dans la semaine prochaine, hein, dans le webinaire médicaments à risque. C'est un médicament à risque médicament à risque établissement, on est bien d'accord dans la question qui est posée. Le médicament risque dont vous parlez fait partie en fait de la liste définie des médicaments risques au sein de votre établissement, pas dans celui uniquement d'un service. Si c'est le cas, oui, ils doivent être identifiés dans les stockages services. Va se poser la problématique de la commande entre guillemets hors dotation, où là en fait, on a eu un établissement d'ailleurs tout récemment voilà, qui s'est vu un peu embêté sur ce circuit-là, où il faut pouvoir identifier, y compris dans la partie transport, la notion de médicament à risque, pour qu'il y ait à toutes les étapes en fait une alerte qui se fasse. Et pas seulement effectivement des médicaments concernés par les Never Events. Il y a des croisements entre médicaments à risque et Never Events, mais tout dépend en fait du moment en fait où vous identifiez au sein de votre établissement un médicament comme étant à risque pour votre établissement, il doit pouvoir être retrouvé dans les différents points de stockage comme étant à risque. À risque de par voilà, sa composition, de par son risque chimique, de par son risque lié à l'administration derrière et sa marge thérapeutique étroite. Mais dans tous les cas, oui, on doit pouvoir signaler aux différents, entre guillemets, partenaires du circuit du médicament. Il faut que les personnes qui vont prendre en charge à un moment donné ce médicament sachent que c'est un médicament à risque. Donc il faut que l'établissement puisse mettre un certain nombre de barrières à ces différentes étapes. C'était bien votre question. Je pense, parce que c'est noté oui, c'est cela. Donc je pense que c'est ça. Je voyais pas encore la réponse. Je suis désolée, j'ai un petit décalage, moi, en fait. Je suis désolée. Alors ensuite, il y a les cibles sont-elles connues des réceptions du calendrier de visite? Donc je suppose que c'est les cibles des traceurs ciblés. Alors pour les établissements pilotes, en fait, les traceurs ciblés, donc les établissements savaient combien de traceurs ciblés, par exemple sur le circuit du médicament, sur combien de traceurs ciblés ils allaient être évalués. Par exemple, je dis une bêtise, 4. Par contre, ils ne savaient pas quel médicament les experts visiteurs allaient choisir. Donc, ils savent le nombre de traceurs ciblés sur le circuit du médicament, mais ils ne savent pas le nom des médicaments qui seront choisis ou la donnée d'entrée qui sera choisie en fait. Et pareil, si au jour numéro 2, en fonction des patients traceurs qui seront réalisés, il se peut qu'il y ait d'autres traceurs ciblés. Bon, là, on prend l'exemple circuit du médicament. S'il y en avait 4 initialement prévus, il se peut que les experts visiteurs en rajoutent 2 ou 3 ou 0 si ça a été, ou 1 ou 2, voilà. Mais les cibles, elles sont connues lors de la visite. Je vois que Mme Tilly a mis le choix des médicaments dans les traceurs ciblés sont communiqués durant la visite. Ça a été pareil pour les établissements pilotes. Et ensuite, donc, on a une autre question. Je ne suis pas initiatrice de la question, mais ayant travaillé avec HAD, les médecins traitants ne passent pas 3 fois par semaine à domicile. La réévaluation antibiotique peut-elle être faite en collaboration avec une IDE sur les conseils du médecin? Alors, la réévaluation de l'état clinique du patient et sa réponse, là, oui, je comprends. Par contre, qu'est-ce que vous entendez si vous parlez de réévaluation en termes de prescription, comment vous tracez ça? J'avoue que je ne comprends pas là. N'hésitez pas à prendre la parole. Hein, si vous le souhaitez. Oui, hein, là on peut... Oui, parce que quand on parle de réévaluation d'antibiotiques à 72 heures, 48, 72 heures ou à 7 jours, c'est quand même au regard de signes cliniques qui font que, et d'efficacité de l'antibiotique. Hein, c'est ça pour éviter les antibiorésistances. Et du coup, c'est le médecin, le prescripteur qui peut
donc évaluer ces signes cliniques qui lui permettent de dire on continue, l'antibiotique il est efficace, ou au contraire je dois changer ma prescription et donc prescrire un autre antibiotique pour que mon patient soit pris en charge et mieux traité. Donc là, pareil, on manque peut-être d'informations par rapport à la question pour pouvoir répondre de façon plus précise. N'hésitez pas, si vous avez un micro, n'hésitez pas à prendre. Là, on est vous m'entendez? sur un temps d'échange. Oui, oui. Alors, ce que je vous disais, c'est pas du tout ma question, donc je n'ai pas la question de départ ce que c'était, mais quand on travaille en HAD, le médecin traitant va passer une fois quand il y a besoin, mais il ne va pas repasser à 72 heures, il ne va pas pouvoir tracer, lui, qu'il a réévalué quelque chose. Donc, je pense que les infirmières, elles savent qu'elles doivent vérifier la température, elles ont les choses cliniques à observer, elles rappellent le médecin, si ça ne va pas, mais ce n'est pas le médecin qui va venir réévaluer lui-même l'antibiothérapie. Moi, c'est pour ça. Est-ce que ça, enfin, je ne sais pas quelle était donc la question de départ, mais en tout cas, nous, on y était confrontés régulièrement en HAD à ce genre de soucis. Et le médecin n'a pas assez à distance un logiciel où sur les informations de l'infirmière qu'il aurait eu au téléphone, il peut dire oui, ok, on continue, quoi. Bon, bref, l'HAD est quand même très à part et on n'a jamais les personnes en continu sur place. Et enfin, voilà, c'est des problèmes qui reviennent régulièrement. En fait, c'est l'évaluation de l'état clinique qui est faite par l'infirmière qui passe quotidiennement. C'est ça que vous voulez dire? En réel, oui, c'est fait comme ça. Donc, complètement. C'est elle, en fait, qui trace. Par contre, il y a un niveau d'alerte auprès du médecin si jamais, ouais, comment je voulais dire. Mais de ce fait, la traçabilité de la réévaluation est effectuée dans le dossier patient par l'infirmière, c'est ça? Ou souvent pas faite du tout, en fait. Ouais. Mais donc, pour pouvoir répondre aux critères avec les éléments qu'on a, est-ce que ça peut être fait selon un protocole? Voilà. Et ça, c'est une très bonne question. Pour faire notre normand. Il faut sécuriser justement pour que le patient donc, ait son bon traitement. Hein. C'est un peu donc l'objectif de tout ça. Il faut que ça soit tracé parce que par téléphone, bien sûr, comme vous le savez, il n'y aura pas de trace. Et s'il y a un problème, donc tout le monde va être, ça va se répercuter et ça sera un risque. Donc, forcément, il faut que ça soit noté, que le constat de l'infirmière qui note son intervention auprès du médecin sur le constat qu'elle a fait du patient à domicile, ça doit être forcément tracé dans le dossier. C'est la culture de l'oral qu'il faut donc tracer en qualité. C'est comme ça. La qualité donc n'aime pas l'oral parce que justement c'est pas tracé. Donc et c'est quand même important pour une bonne prise en charge. Ok, merci pour la réponse. Donc je vous dis, j'étais pas à l'initiation de la question, donc je sais pas quelle était la meilleure réponse. En tout cas, aujourd'hui, la façon dont c'est fait, c'est on ne trace pas parce qu'on ne sait pas comment faire et le médecin, de toute façon, ne passe pas. Donc après, c'est le meilleur compromis à faire et je comprends, hein, pas tracé, pas fait. Mais voilà, c'est le meilleur compromis à trouver et lequel. Après, bon, ma réponse est forcément incomplète, hein, parce que, comme vous le dites bien, c'est des situations qui se réitèrent donc en HAD et pour lesquelles il est difficile de trouver des réponses. Et donc là, on va forcément continuer à chercher et puis à vous amener un maximum de cohérence dans nos réponses pour que vous y retrouviez. Et donc, voilà. Donc, on va donc continuer à chercher et à préciser notre réponse. En tout cas, sur cette question-là, oui, je pense qu'on la mettra en foire à questions partagée également avec d'autres
avec d'autres collègues pour apporter une réponse qui soit, entre guillemets, la plus conforme également possible dans votre pratique. Eh ben, merci. Donc, après, je vois qu'il y a une main levée, Madame Couffin. Madame Couffin, elle avait posé aussi une question sur le transport du Préviscan ne me semble pas à risque. Alors, il n'est pas à risque en tant que tel, puisque c'est un comprimé en plaquettes, à température normale, qui peut passer dans une caisse de transport sans problème. Mais par contre, le Préviscan, c'est un anticoagulant, donc qui fait partie des médicaments à risque et des Never Evans. Et donc, c'est là où il est nécessaire peut-être de l'identifier en tant que médicament à risque. Mais je laisse peut-être la parole à Cynthia pour compléter. non, je pense que, à mon avis, oui, cette réponse doit être, du moins, pareil, n'hésitez pas, Mme Couffin, à prendre la parole, mais je pense qu'elle venait par rapport au débat lié, en fait, à la réponse que j'ai fait à Monsieur Rémiot, c'est ça, rapport, en fait, à l'identification des différentes barrières de sécurité sur le médicament à risque. Il y a une question qui nous a été posée par un des établissements cette semaine sur le fait que on est venu chercher également, dans le cadre du transport entre la PUI et les services de soins, la notion d'identification d'un produit à risque dans une dotation. Et les experts visiteurs sont venus voilà, s'attacher plus particulièrement au fait que peut-être une des barrières de sécurité manquait à ce niveau-là. Donc non, le propos, il n'était pas du tout, entre guillemets, que le Préviscan est un risque pour la personne qui le manipule, hein, mais comme on vous le disait, la liste des médicaments à risque, elle va dépendre de chaque établissement. Je ne vais pas aller mettre les mêmes barrières, effectivement, avec du transport de chimio ou chimio voie orale qu'avec un transport anticoagulant. Pour autant, au moment où je vais ranger dans ma dotation mes médicaments à risque, quelle va être l'alerte pour la personne qui va venir repositionner ses traitements, comme quoi elle doit faire attention à ne pas mélanger les dosages, par exemple. C'était ce propos-là, en fait, que je voulais préciser. Bah, d'autant plus que, bon, je ne sais pas si l'établissement est là, mais je pense que oui, c'est du vécu là, tout récent, où un établissement là, qui est en certification s'est vu toquer sur cette étape-là du circuit sur le traceur ciblé qui est le médicament à risque. Donc, tout était fait en stockage PUI, tout était fait en stockage service, et au final, c'est l'étape du transport qui a entre autres été également visée. Merci Cynthia. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, donc l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous présenter la nouvelle certification. Je voulais juste, oui, si c'est possible, parce que c'est nous, l'établissement avec qui on a eu des petits soucis par rapport notamment à l'identification du KCL, au transport jusqu'à l'administration et le Préviscan aussi. Et au final, et donc ils nous ont fait une fiche anomalie. Et là, hier, ils ont fait le Préviscan. Et là, le médicament est identifié, il n'y a aucun problème. Ils ne parlent plus d'étiquette médicament à risque à coller sur le Préviscan, alors que c'est ce qu'ils reprochent sur l'injectable. Donc, on ne sait pas trop, en fait, finalement, ce qui va se passer. Mais on a l'impression qu'ils ont un peu revu leur façon de voir, ou je ne sais pas, on est surpris parce que là, ça va beaucoup mieux sur nos circuits. Donc, on verra bien. C'est Madame Tillier qui parle, c'est ça. Donc là, ça y est, ils sont venus quand même, ils sont plus sur la partie transport, ils vous ont validé les propositions, mais c'était dans les piluliers, par contre, pour le coup, ça vous posait encore souci ou c'est bon là? En fait, ils ont posé cette anomalie sur le KCL, et là, donc de l'injectable, bien qu'il était identifié correctement, etc., mais il n'y avait pas de signalement médicament à risque dessus. Et quand ils ont fait la visite pour le Préviscan, qui était dans le pilulier pour le patient, etc., ils ont demandé s'il y avait une étiquette. On a dit non. Ils ont dit c'est identifié, il est identifiable, etc., mais il n'y a pas d'étiquette médicament à risque. Ok, pas de problème, ça va. D'accord. Oui. Il s'adapte aussi, alors.
Mais voilà, on verra ce qui va se passer. Je pense que la fiche anomalie a été faite très rapidement et on ne l'a pas vue en plus, cette fiche. Ah, vous n'avez pas eu accès à la fiche parce que normalement, elle doit être complétée avec l'établissement. Si c'est ce qui s'était passé avec les établissements pilotes. Alors voilà, alors moi je me suis dit, est-ce que les établissements pilotes, du coup, ils ont travaillé ensemble? Mais nous, on ne sait même pas la tête de la fiche d'anomalie, on n'a aucune info. Je pensais qu'au fil de l'eau, de l'avancée, de la démarche, enfin de la visite, on verrait nos scores se remplir. On ne les voit pas, on n'a rien du tout, on n'a que de l'info comme ça orale, et on n'a pas cette fiche anomalie. On ne sait même pas, ils l'ont transmis directement à la HAS. Alors que moi, la fiche anomalie, de ce que j'avais lu, il fallait que tous les éléments d'appréciation soient négatifs. Alors que là, on avait un point, donc on ne sait pas trop. Bah oui, surtout, ça doit être complété. Pour moi, ce que j'avais compris, c'est que c'était complété avec l'établissement, justement pour voir si vous connaissiez ce risque, est-ce que vous étiez en train de travailler là-dessus, etc. Après, c'est le retour aussi qu'on a eu des établissements pilotes. Ça paraît un peu étonnant. Bon. Mais voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu un petit excès, là, un petit emballement de nos experts visiteurs, d'EHPAD et de SSR? On ne sait pas. Mais sinon, il va falloir se préparer à mettre des étiquettes médicaments à risque dans les piluliers partout. Je pense qu'il y aura un petit boulot au niveau des syndics, etc., avec la HAS pour que ça fasse jurisprudence et que ça n'arrive pas à ce point-là. Mais bon, on verra bien. J'ai une question d'ordre plutôt général. À combien de temps avant on connaît nos dates de visite? Oui, bah oui, c'est des cailloux. Alors, on a eu, nous, les dates de visite, c'est 6 mois avant? Non, les dates définitives, on les a eues fin juillet. Fin juillet, oui, 3 mois avant. Normalement, c'est ce que j'allais dire. Normalement, vous savez votre mois de visite. Oui. Oui. Ouais, vous l'avez. C'est ça. Et pour vos dates de visite, c'est 2 à 3 mois avant, a priori. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça s'est affiché sur D'accord. Lista. Et là, on a reçu des reports. Nous, pour les autres établissements, on a eu des reports à 1 an. On a reçu là les messages de report. Et la composition des personnes rencontrées, on le sait quelques temps avant la visite, c'est-à-dire 1 ou 2 semaines avant, c'est tout? Les personnes qui souhaitent rencontrer, par exemple, pour la gouvernance. Ah bah, c'est nous qui avons défini. D'accord. Okay, Il laisse vraiment la liberté de qui on met en face d'eux, entre guillemets. Ok. Très bien, ça merci. peut être aussi, je reprends la parole, ça peut être aussi la veille pour le lendemain. Pour les patients traceurs, par exemple, ils vont décider s'ils viennent du lundi au vendredi, le lundi, mardi matin, ils vont commencer les premières visites et ils vont dire, bon, bah, du coup, mercredi matin, on voudrait bien avoir un patient traceur sur avec telle équipe et du coup, là, vous allez venir les gens pour le lendemain. Donc, ça, on avait des patients traceurs bien définis et donc, dès le premier jour, on a donné des listes, etc. Et on avait 2 patients traceurs qui n'étaient pas définis. Dans le programme, c'était déjà fixé, on ne savait pas encore ce qu'ils allaient faire. Et qui a été fait, voilà, au fil des investigations, ils ont fini par cibler d'autres patients traceurs. Et c'est toujours l'établissement qui choisit ses patients traceurs, ses dossiers, ou c'est tout? Alors, ils ont demandé de transmettre pas mal de listes et un nombre plus important de patients. Ils demandaient, pour le SSR, par exemple, ils ont demandé vraiment la liste de tous les patients présents. Oui. Ensuite, on a ciblé par rapport au fil rouge qu'ils avaient. Et ils nous ont dit au départ que c'est eux qui allaient demander l'accord du patient pour le rencontrer. Oui. Et au final, on s'est retrouvés, nous, à devoir le faire. D'accord. Un des établissements pilotes qu'on a suivis, ils avaient le planning pour le lundi et le mardi matin et tout le reste n'était pas défini. Ils ont eu tout le mardi midi en fait pour le reste de la semaine. D'accord. Un établissement plus petit, mais bon, ça reste quand même. Ouais, même pour le plus gros établissement qui était aussi pilote, c'est la même chose en fait. Ils ont eu leur planning de visite. Donc le lundi, c'était défini, le mardi, c'était défini. Par contre, à partir des patients traceurs réalisés le mardi, les journées de mercredi, jeudi et vendredi ont été définies, mais par la suite. C'est vrai que du coup, ça demande une certaine organisation à l'établissement à chaque fois. Ok. Alors, je ne sais pas si la question est pour nous, de quel établissement nous sommes. C'est la clinique Anne d'Artois du groupe HPL.
Est-ce qu'éventuellement on peut connaître le nom des établissements des Hauts-de-France qui ont passé pour éventuellement se rapprocher d'eux? Alors, on va réaliser des premiers retours d'expérience donc en partenariat avec la HS et l'ARS le 15 octobre. Là, il y a les établissements pilotes qui vont intervenir. Donc, c'est l'hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq qui a été établissement pilote. Il y a le centre de dialyse d'Elfo également. Et ensuite, nous, ce qu'on souhaitait réaliser après coup, avec donc le réseau, c'est de vous proposer des cafés rencontres, mais que sur des retours d'expérience d'établissements qui sont passés de septembre, là, octobre, novembre. Ah oui, ça proposer plusieurs cafés rencontres sur, mais vraiment que des retours d'expérience. Je pense que ça serait super intéressant, effectivement. Ouais. Bonne idée. Mais en tout cas, merci Madame Tillier d'avoir donné quelques infos de votre vie de certif. Pas de souci. Alors, ensuite, donc, du coup, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous proposer un webinaire très général sur la prise en charge médicamenteuse. Donc, ce qu'on vous propose pour les semaines qui suivent, donc dès la semaine prochaine, on vous propose un webinaire spécifiquement sur les médicaments à risque. Donc, avec l'identification des médicaments à risque, la sécurisation des médicaments à risque, les Never Events. Et on va vous proposer en fait deux grilles. Une grille, un exemple de grille traceur ciblé sur la prescription de l'insuline et une grille aussi Quick Audit médicaments à risque qui pourront peut-être vous aider en établissement à vous évaluer. Donc ça, c'est le 5 octobre à la même heure. Ensuite, on va faire le 19 octobre la prescription médicamenteuse et la conciliation, donc avec prescription informatisée, prescription manuscrite, habilitation, prescription particulière, prescription à haut risque, support unique de prescription d'administration et conciliation. Et en fait, l'idée, c'est toujours de vous donner quelques outils qui ont été réalisés par les Omédites en particulier, soit Omédite Hauts-de-France ou d'autres régions, pour vous aider notamment à vous évaluer. Ensuite, donc le 23, ce sera sur la dispensation, l'approvisionnement, le transport et le stockage, avec l'analyse pharmaceutique des prescriptions, la préparation éventuelle des doses à administrer, la délivrance des médicaments, la mise à disposition des informations et des conseils nécessaires au bon usage du médicament, la gestion des commandes, les transports des produits et les règles de stockage. Et enfin, le dernier webinaire prévu, donc c'est le 30 novembre, avec la prescription sur l'administration, avec prescription prise en compte, vérification des concordances entre le produit, le patient et la prescription, l'administration par un professionnel de santé habilité, la traçabilité dans le dossier et l'information et la surveillance du patient. Donc là, c'est vrai qu'on sera beaucoup plus ciblé sur une thématique, enfin sur un point clé de la prise en charge médicamenteuse où on va essayer de vous donner quelques outils qui vont pouvoir vous aider à vous évaluer ou à vous aider dans vos établissements. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, à la suite de ce webinaire, donc du coup, il est enregistré. Le replay sera disponible sur nos sites internet au niveau de l'Omédite et au niveau du réseau. On vous mettra aussi à disposition le diaporama qu'on vous enverra par mail avec notamment la petite fiche descriptive de l'indicateur lettre de sortie, lettre de liaison à la sortie, pardon. Et ensuite, on effectuera, suite à toutes vos questions, une petite foire aux questions qu'on mettra aussi à disposition sur nos sites internet si jamais vous souhaitez revenir sur une ou plusieurs questions. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai vu qu'il y avait une question. Lors du REX organisé par la HS la semaine dernière, il a été annoncé un changement dès septembre sur le choix des patients traceurs qui n'était plus annoncé la veille. La liste des patients présents est fournie la veille lors de la réunion de calage et l'expert choisit le patient au début d'évaluation et recueille son consentement. Oui, c'est vrai qu'ils ont changé pour les patients traceurs. Maintenant, le patient sera choisi en tout début d'évaluation. Et c'est les experts qui vont recueillir son consentement.
Donc, il y a aussi un changement du manuel. Donc, on attend la publication. Les deux principales infos, c'est qu'il y a 2 critères donc standards qui sont passés en impératif sur le risque infectieux et l'urgence vitale. Et on attend les petites modifications apportées au niveau des autres critères. C'était principalement des petites modifications de rédaction, hein, de ce qu'on avait pu voir. On vous enverra d'ailleurs aussi le lien du replay de ce retour d'expérience de la HAS là, en date du 21 septembre. On va vous le mettre également en lien. Il est disponible sur une chaîne en fait YouTube en relais du site HAS. Et le support est disponible également au besoin. On vous les renverra. Donc, si jamais vous avez des questions aussi qui vous reviennent d'ici quelques jours, n'hésitez pas. On reste disponible aussi par mail. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vous avez des questions particulières. Et puis, on espère vous voir nombreux, du coup, la semaine prochaine pour le focus sur les médicaments à risque. Du coup, par contre, on balayera un peu plus rapidement les généralités qu'on a vues aujourd'hui. On va vraiment s'axer sur les médicaments à risque. On essaiera d'ouvrir quelques outils aussi pour ne pas vous donner que entre guillemets, des liens sans regarder un petit peu les outils qui vont derrière. Et puis, on passera peut-être un peu de temps sur la grille traceur ciblée qu'on a travaillé tous ensemble, mais elle vaut vraiment la peine. Elle s'inscrit vraiment dans la continuité des audits croisés réalisés en collaboration RSQR au Médit. Mais vraiment, là, on a été dans le détail en équipe. Donc, je pense que là... Peut-être même qu'on a été plus dans le détail que les experts visiteurs, mais au moins, vous saurez, vous ne devriez pas pouvoir être pris, si je puis dire. On espère que ça pourra vous aider. En tout cas, merci beaucoup du coup à tous. Merci d'avoir été présents pour ce premier webinaire. Et puis, on se dit peut-être à la semaine prochaine. Ah bah merci, Madame Potier. Le manuel est disponible. Ah, super. Bah, on va le prendre. Oui, je l'enverrai aussi également par mail. Sur les premières pages, on peut voir toutes les modifications qui ont été apportées, justement. Merci beaucoup. Merci à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne journée, bon après-midi. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine.